Hier soir, sur Fox News, le président Trump s'est entretenu avec Sean Hannity pour expliquer comment il essaye d'obtenir l'aide de Xi Jinping en Chine afin de résoudre le problème en Iran. On verra bien si cette démarche porte ses fruits. Et d'ailleurs, on attend Larry Johnson d'un moment à l'autre. On a quelques soucis techniques, mais dès que ce sera réglé, il nous rejoindra. Mais d'abord, voyons ce que le président Trump a dit hier soir, pour avoir une idée de la façon dont sa visite en Chine s'est déroulée. Le président Xi aimerait qu'un accord soit conclu. Oui, il aimerait vraiment qu'un accord soit conclu. Et il a proposé son aide. Il a dit, si je peux être utile d'une manière ou d'une autre, j'aimerais aider. Il l'a vraiment dit. Oui, il l'a dit. Et regardez, quelqu'un qui achète autant de pétrole, forcément, il a une certaine relation avec lui. Évidemment, il y a beaucoup de liens avec eux. C'est important à la fois géopolitique, énergétique et aussi économique, avec les BRICS, entre autres. Donc oui, il y en a beaucoup. Et on peut se demander, quand le président Trump dit « oui » ou quand Xi Jinping dit au président Trump « bien sûr, on va vous aider, on fera tout ce qu'on peut », eh bien, il faut quand même prendre ça avec des pincettes, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de choses que la Chine pourrait faire, mais on ne voit pas vraiment qu'elle ait envie de les faire. La dernière chose que la Chine fera, et il ne faut pas se faire d'illusions, c'est d'utiliser sa pression et son influence sur l'Iran pour obtenir un résultat favorable aux États-Unis, à moins que ce résultat ne soit aussi favorable à la Chine. Et la Chine est connue, pas seulement Xi Jinping, mais les dirigeants chinois en général, et même culturellement, pour être aimables en face et s'exprimer de manière très polie. Il faut donc faire très attention aux nuances, aux signaux implicites. Écoutez les subordonnés. Prêtez attention à ce qui se dit peut-être au deuxième ou au troisième niveau de la hiérarchie, du côté des experts, pour mieux comprendre ce qui est vraiment voulu. Mais on a entendu beaucoup de gens, de Lyle Goldstein à plusieurs autres que nous avons reçus ici sur la chaîne, dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce que cette rencontre débouche sur quelque chose de vraiment important. C'était beaucoup de cérémonial, beaucoup de mise en scène, et effectivement, il y en a eu pas mal. Mais au final, aucun résultat concret. Et franchement, je ne pense pas que qui que ce soit s'attendait à des avancées réelles sur la guerre en Iran, ni à ce que la Chine en tire quoi que ce soit. Et c'est bien ce qui s'est passé. De son côté, Xi Jinping a fait une déclaration. Vous avez peut-être vu ces vidéos au moment où le président Trump est arrivé. Tous ces jeunes, ces enfants en uniforme chinois, sur le tarmac, agitant des drapeaux américains et chinois. L'ambiance était très, très amicale. Eh bien, Xi Jinping a repris ce même ton et a parlé de la coopération entre les États-Unis et la Chine. Les peuples de Chine et des États-Unis sont tous deux de grands peuples. Réaliser la grande renaissance de la nation chinoise et rendre à l'Amérique sa grandeur peuvent aller de pair. Nous pouvons nous aider mutuellement à réussir et à faire progresser le bien-être du monde entier. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est exactement ce qu'on devrait faire. Mais la vraie question, c'est qui va en tirer profit et à quoi ressemble la coopération pour les deux parties. Alors, si on se place du côté américain, eh bien, on a fait de la Chine à la fois un épouvantail et un partenaire économique indispensable. Et même si le président Trump, depuis son tout premier mandat, n'a cessé de se plaindre de l'injustice de la Chine, qui profite de nous, qu'il vole notre technologie, qui nous arnaque, et qui a un déséquilibre commercial et tout ce genre de choses. Mais en même temps, il a toujours eu beaucoup de choses positives à dire sur Xi Jinping. C'est presque comme une double personnalité, la façon dont il parle de la Chine. Mais on voit bien qu'il reconnaît, le président Trump le reconnaît,
qu'on ne peut pas vraiment avoir de bonnes relations économiques si on n'a pas, d'une manière ou d'une autre, une relation correcte avec la Chine. Parce que, même si le déficit commercial est déséquilibré, cette relation reste bénéfique pour les États-Unis. Nous vendons une quantité importante de produits et pour le fonctionnement de notre économie, nous recevons énormément d'informations, de fournitures, de biens et de services à des prix plus bas, ce qui soutient notre économie. Pour le meilleur ou pour le pire, ils disposent d'une grande partie des capacités de production qui nous permettent de fabriquer des produits pour les États-Unis en utilisant les moyens chinois, puis de les faire venir chez nous. Tout cela crée une sorte de déséquilibre, mais en réalité, c'est simplement la manière dont nous avons choisi de faire du commerce. La Chine en est parfaitement consciente. Elle doit trouver un équilibre entre les besoins de son pays et ceux d'une population immense, d'environ 1,4 milliard d'habitants, tout en maintenant son économie à flot et de bonnes relations avec les États-Unis. Et bien sûr, tout cela dépend aussi de ce qui va se passer avec la guerre en Iran, car il est très important pour la Chine que cette question soit réglée, puisqu'une part importante de son pétrole vient d'Iran. En fait, ils ont profité de beaucoup de ces sanctions en cours, notamment celles sur le pétrole, parce que ça leur permet d'acheter du pétrole iranien à prix réduit. Et si tout ça finit par se résoudre, si les blocus se lèvent des deux côtés, on peut imaginer que le pétrole reviendra alors à son prix normal sur le marché. Et surtout, si on arrive à régler ça sans relancer la guerre, ce serait une excellente chose. Ce serait très positif pour nous et pour beaucoup de gens au Moyen-Orient. Mais dans le même temps, ce sera un problème pour la Chine parce qu'ils ne pourront plus obtenir ce pétrole à prix cassé. Maintenant, ça va leur coûter plus cher d'obtenir l'énergie nécessaire pour maintenir leur performance économique. Donc c'est quelque chose que les Chinois doivent gérer avec beaucoup de prudence. On peut imaginer qu'ils ne sont pas forcément pressés de régler complètement cette affaire. Je pense qu'ils ne veulent surtout pas que la guerre reprenne. Ils veulent que le pétrole continue de circuler. Mais d'après la partie iranienne ce matin, ils ont dit « Écoutez, le Golfe, de notre point de vue, notre blocus n'en est pas vraiment un. On laisse passer les exportations, il faut simplement que ce soit coordonné avec nous. » Et on a vu qu'il y a effectivement eu un peu de trafic à destination de la Chine. Les États-Unis, eux, ont intercepté plusieurs navires apparemment. Mais je ne pense pas qu'ils aient jusqu'à présent bloqué du pétrole destiné à la Chine. Et je suis sûr que ce sujet figurait à l'ordre du jour, en privé. On voit donc que la Chine a tout intérêt à maintenir la situation telle qu'elle est. Parce que, même si le pétrole continue de circuler, ce n'est plus dans les mêmes volumes. J'ai vu les graphiques, il y a clairement une baisse de la quantité de pétrole qui sort, mais il y en a toujours, sans doute plus que pour n'importe quel autre pays. La Chine en reçoit encore davantage que les autres. Mais la Chine dispose aussi, du moins au début de tout ça, d'une réserve stratégique de pétrole d'environ 1,5 milliard de barils. En y puisant un peu, elle pourrait facilement tenir une année, voire plus, surtout si elle diversifie ses approvisionnements, si elle achète du pétrole ailleurs ou à prix réduit. Donc on comprend qu'ils ne sont pas pressés d'agir. Et apparemment, ça ne plaît pas à certains Américains, notamment à ceux du Sénat, comme l'a souligné Lindsey Graham. Xi pourrait décrocher le téléphone et mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il pourrait aussi mettre fin au conflit avec l'Iran, s'il le voulait vraiment. Sans la Chine pour acheter le pétrole iranien, l'Iran serait à genoux. Le premier acheteur du pétrole et du gaz russe, celui qui maintient Poutine à flot, c'est la Chine. Et mon message au président Trump, c'est que nous sommes à vos côtés. Mais si la Chine continue d'agir ainsi, sans en payer le prix,
sans conséquence pour avoir déstabilisé le monde, alors nous aurons commis une énorme erreur. Franchement, j'ai du mal à comprendre, même en essayant de parler à la manière de Lindsey Graham. De quoi il parle exactement quand il dit si la Chine arrête de perturber le monde? Parce que la Chine n'a pas déclenché la guerre au Moyen-Orient. La Chine n'a pas non plus déclenché la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est la Russie qui l'a commencé, physiquement, en février 2022. Mais c'est nous qui avons allumé la mèche, en quelque sorte, et lancé le processus, en réalité, dès le milieu des années 90, quand on a commencé à élargir l'OTAN. Puis en 2008, quand on a dit qu'on allait faire entrer la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Ensuite, le coup d'État de 2014 en Ukraine. Et juste avant ça, les déclarations disant « Non, l'Ukraine va bel et bien rejoindre l'OTAN et personne ne nous dit quoi faire. » Et tout le reste. Et depuis, la guerre continue. La Chine n'a pas fait ça. La Chine n'a pas commencé ça. La Chine n'a pas déclenché une guerre au Venezuela. Elle ne va pas en déclencher une à Cuba ni au Groenland. Vous voyez le fil conducteur là? Ce n'est pas la Chine qui provoque les perturbations. C'est une autre grande puissance que vous connaissez sûrement, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. C'est un fait. Oui, un fait. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas une opinion. C'est juste un miroir qui reflète les chiffres, qui montre qui a commencé quoi, qui a fait quoi. Et la Chine, elle, est là-bas, en train de faire de son mieux pour en tirer parti. Et dans la mesure où ils peuvent obtenir plus d'énergie russe, et en plus à prix réduit, ça leur va très bien. Donc vous voyez, ils n'ont en réalité aucune motivation pour vraiment écarter cette option, tant que ça ne devient pas quelque chose de vraiment nucléaire. D'ailleurs, on recevra Scott Ritter cet après-midi à 14h, et on va creuser un peu ces dernières évolutions. Ne ratez pas ça, je vous assure, vous ne voulez pas manquer Scott Ritter aujourd'hui. Il a des choses très intéressantes à dire à ce sujet, sur la direction que prend la guerre entre la Russie et l'Ukraine en ce moment, surtout du point de vue de la Chine. Pour eux, que ça continue à couver comme ça leur convient très bien. Parce que ça fait deux choses pour la Chine. D'abord, ça continue d'épuiser nos arsenaux. Ensuite, ça nous garde concentrés sur la Russie, pas sur la Chine. Et ça permet à la Chine de continuer à acheter du pétrole russe à prix réduit, du pétrole ukrainien à prix réduit, et d'avoir un marché pour ces produits dans les deux pays. Alors, quand le président Trump dit « Oui, le président Xi a dit qu'il m'aiderait », moi je n'y crois pas du tout. Xi ne va rien faire pour l'aider. Le président Xi veut des relations stables avec les États-Unis. Ça, c'est certain. Et c'est une bonne chose. On devrait s'en réjouir. Il ne veut rien qui puisse venir bouleverser cet équilibre, où que ce soit. Voilà. Je suis sûr qu'il s'en sortirait très bien. Parce que même si ces deux guerres prenaient soudainement fin et que le système énergétique mondial revenait à une certaine forme de normalité, sans guerre, le prix mondial du pétrole serait payé par tout le monde. Et ça voudrait dire plus d'avantages pour la Chine. Mais ça voudrait aussi dire plus d'activités économiques dans les autres pays. Surtout si les sanctions étaient levées à la fois sur l'Iran et sur la Russie. Parce que dans ce cas, leurs économies repartiraient à la hausse, leur pouvoir d'achat augmenterait et ils pourraient acheter davantage de produits chinois. Donc, la Russie et la Chine s'en sortiraient bien si cette guerre prenait fin, si ces deux guerres prenaient fin. Mais pour l'instant, ils se concentrent sur ce qui est le mieux pour la Chine et ils voient bien qu'ils peuvent en tirer profit. Donc, ils ne vont pas investir beaucoup de capital pour essayer d'influencer les choses dans un sens ou dans l'autre, puisque, de toute façon, ils y trouveront leur intérêt, quel que soit le résultat. Ils veulent donc garder de bonnes relations avec le président Trump. C'est pour ça qu'on voit tous ces drapeaux,
toute cette mise en scène, et même Xi Jinping dire « L'Amérique d'abord, oui, on est pour ça, c'est bon pour tout le monde, on peut tous être gagnants », et ainsi de suite. En résumé, c'est un peu tout le sommet dans une coquille de noix. Mais Lindsey Graham, lui, ne veut jamais en rester là. Il faut toujours qu'il en rajoute, qu'il dise encore des absurdités. Et là, il déclare, écoutez, je veux juste que la Chine soit un pays normal. Ce qu'il faut retenir, c'est que je veux une bonne relation avec la Chine. Mais, si le président Trump ne dit pas clairement au président Xi que ses mauvaises actions concernant l'Iran et la Russie, le soutien au terrorisme et à des conflits sans fin doivent cesser, et que s'ils changent, ils seront récompensés, mais que s'ils ne changent pas, ils seront sanctionnés. Alors, si on ne fait pas passer ce message, je pense franchement qu'on aura échoué à atteindre l'objectif de ce sommet, pour moi, qui est d'amener la Chine à se comporter de façon plus normale. Faire en sorte que la Chine soit plus normale. Franchement, ça sonne comme un deal de mafia. Du genre, on peut faire ça à la dure ou à la cool. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement comme ça que ça passe, pour n'importe qui, et surtout pour les Chinois. En gros, il dit, tout ce que je demande, c'est que vous fassiez tout ce qu'on veut que vous fassiez, que ce soit dans votre intérêt ou pas. Voilà ce que Lindsey Graham appelle normal. Et c'est pour ça qu'il est complètement déconnecté de la réalité. C'est juste un grande gueule, un type que les caméras adorent parce qu'il sort sans arrêt des trucs extravagants. Et il dit des choses qui plaisent à ce genre de personnes, surtout à ceux aux États-Unis, qui ont cette arrogance de vouloir dire « c'est nous les patrons ». On est toujours en 1992. L'Union soviétique, le pacte de Varsovie, tout ça s'est désintégré. La Chine, à ce moment-là, c'est juste un pays du tiers-monde, un acteur secondaire. Et nous, on est la seule superpuissance mondiale. Eux, ils n'ont jamais grandi. Dans leur tête, ils n'ont jamais dépassé 1992. Ils pensent encore qu'on peut faire tout ce qu'on veut et que tout le monde va se prosterner devant nous, hivement, alors que c'est évidemment faux et qu'on le voit partout, de façon flagrante. Et puis, il y a des trucs comme ce qui s'est passé au Venezuela, l'an dernier par exemple, où on a l'impression que c'est encore 1992. Et là, regardez, on a réussi. On est entré, on a renversé le dirigeant d'un pays qu'on n'aimait pas, on a pris leur pétrole et on en fait ce qu'on veut. Vous voyez, c'est toujours 1992. Il y a encore des petits qu'on peut bousculer et il y en a toujours. Apparemment, Cuba aussi est sur la sellette, prête à être sacrifiée et malmenée par le caïd. Il semblerait même qu'il y ait déjà des plans concrets pour renverser leur gouvernement s'ils ne le cèdent pas volontairement. Un peu comme ce qu'ils ont tenté de faire avec Maduro, qui n'a pas voulu jouer le jeu. Et maintenant, il est assis dans une prison à New York. Alors, il voit ce genre de choses, et ensuite, on constate les dégâts que ça a déjà causés. Ce que mon patron à Defense Priorities, Ed King, appelle un succès catastrophique. On se dit, ça a marché ici, donc ça marchera aussi là-bas, en Iran. Eh bien non, ça s'est pas passé comme ça. Et c'est là qu'on touche à un vrai problème avec les gens qui pensent comme Lindsey Graham, qu'on invite sans arrêt à la télévision et qu'on laisse parler. Ils sont imperméables à la réalité physique. Et quand ce qu'ils ont essayé échoue complètement, eh bien, il faut bien qu'ils trouvent quelqu'un d'autre à blâmer. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Il y a toujours autre chose qui a mal tourné. Jamais rien de ce que nous avons fait. Et ça, c'est toujours le même objectif. Alors vous voyez, même si nous n'avons jamais réussi à vaincre la Russie dans la guerre en Ukraine, après 4 ans et demi, on entre maintenant dans la 5e année. Peu importe, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a vendu, tout ce qu'on a fourni au camp ukrainien, tout ce que ça a fait, c'est ralentir les choses pendant 1 mois ou 2.
Et encore une fois, on va en reparler, mais je parle de ce qui s'est passé jusqu'à présent, pendant environ 4 ans et 3 ou 4 mois, je dirais, où nous n'avons pas réussi à battre la Russie. En réalité, ils restent assez stables. Et même à bien des égards, ils sont aujourd'hui beaucoup plus puissants qu'avant. Mais au lieu de le reconnaître, si on remonte à ce transfert de pouvoir de 2014, quand nous avons contribué à renverser un gouvernement légalement élu pour installer celui que nous voulions, puis déplacer l'OTAN vers l'Est, ce qui a préparé le terrain pour 2022, eh bien, ils ne reconnaissent pas cet échec. Ils continuent simplement à dire « non, 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 c'est la faute de quelqu'un d'autre ». Vous vous souvenez, à l'époque, on disait « regardez, Poutine peut mettre fin à tout ça en un jour. Il n'a qu'à accepter les conditions qu'on a fixées, et ce serait terminé. » Mais il ne l'a pas fait. Et maintenant, on s'est tourné vers Xi Jinping. Il suffirait que Xi Jinping décroche le téléphone et il pourrait mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il pourrait aussi mettre fin à la guerre de l'Iran contre nous et contre Israël. C'est tout ce qu'on lui demande, agir comme un pays normal. Et je pense que sous bien des aspects, ils sont un pays normal, puissant, qui défend ses intérêts comme il l'entend. Mais ils doivent sans doute regarder ce genre de propos avec mépris, quand ils nous voient littéralement nous désagréger, quand ils voient notre propre économie vaciller, et un président qui ne semble pas toujours très cohérent avec ce qui se passe à un moment donné, qui tient des propos et adopte des comportements radicalement contradictoires. Un peu comme un vieux grand-père avant qu'on l'envoie en maison de retraite, quelque chose dans ce genre-là. Ils nous regardent simplement avec mépris et inquiétude. Ils vont garder leur distance, parce qu'ils savent que le grand-père soit comme ça ou non, c'est quand même lui qui contrôle les armes nucléaires. C'est lui aussi qui commande une armée très puissante, capable d'agir partout dans le monde. Et il dirige une économie qui, pour le meilleur ou pour le pire, reste la première ou la deuxième mondiale, selon la catégorie qu'on regarde. On ne peut donc pas faire comme si ça n'existait pas, parce que tout est lié. Toutes les économies, d'une manière ou d'une autre, sont connectées entre elles. Et si les États-Unis s'effondrent, tout le monde tombera avec eux, même la Chine. Les conséquences négatives seraient inévitables. Alors, ils doivent le traiter un peu comme on l'a vu avec Xi Jinping, en disant « Ah, vous savez, l'Amérique d'abord, travaillons ensemble ». Et le président Trump, je pense que ce qu'il a dit à Sean Hannity, dans le passage qu'on a montré au début, est sans doute juste. Je parierais que, même en privé, Xi Jinping a probablement dit quelque chose comme « Oui, bien sûr, on va vous aider autant qu'on peut ». Et je suis sûr qu'il était très sincère. Vous vous souvenez combien de fois le président Trump s'est plaint que quand il parle à Vladimir Poutine, depuis le début de son second mandat, il dit toujours « Il est très aimable avec moi au téléphone ». Et ensuite, on voit que les politiques ne suivent pas forcément, parce que Poutine a la même façon de voir les choses que Xi Jinping. Et il va réagir personnellement à Donald Trump de cette façon, pour essayer de le garder calme, sans qu'il fasse quelque chose de fou, et simplement tenter de lui résister dans la durée. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils font tous les deux, en attendant de voir ce qui va se passer ensuite. Mais on voit assez clairement que c'est la stratégie de ces deux grandes puissances, et c'est comme ça qu'elles traitent Donald Trump. Alors, si Lindsey Graham essaye vraiment d'obtenir de l'aide pour Donald Trump, notamment pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, eh bien, visiblement, il n'a pas passé ce coup de fil, même s'il le pouvait. Et il reste à voir si la Chine a réellement ce genre de pouvoir de décision à Téhéran. Je pense qu'ils ont une grande influence, c'est certain, mais je ne crois pas qu'ils aient la capacité de dire à l'Iran quoi faire, pas plus qu'ils ne peuvent dire à la Corée du Nord quoi faire.
Ils ont de l'influence, mais ils n'ont pas de pouvoir de décision. Voilà où on en est. Donc même avec l'influence qu'ils ont, ils ne feront rien qui puisse jouer en notre faveur. Alors, oubliez tout ça. D'accord? On passe à autre chose. Maintenant, la vraie question que tout le monde se pose, c'est que le sommet avec Xi Jinping est terminé. Et si j'ai bien compris, le président Trump est soit en route pour rentrer, soit déjà rentré. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est du passé. Donc maintenant, tout le monde se tourne vers l'avenir, et en même temps, vers ce qui reste au premier plan. Qu'est-ce qu'il va faire à propos de la guerre avec l'Iran? On a toujours ces blocus qui s'affrontent. Il y a le blocus iranien, qui en pratique veut dire « non, c'est ouvert, il suffit de payer les droits de passage ». Et jusqu'à présent, peu de gens sont prêts à payer ces droits. Il y en a eu quelques-uns, comme je l'ai dit, venant de Chine, et 2 ou 3 d'ailleurs. Mais la majorité sont toujours bloqués dans le Golfe, en disant simplement « on ne bouge pas tant qu'on n'a pas de garantie ». Je parle surtout des armateurs, mais encore plus des compagnies d'assurance, qui les couvrent, ou plutôt qui refusent de le faire, tant qu'elles n'ont pas la certitude qu'elles ne devront pas payer des centaines de millions de dollars si un navire coule. Tant que ce problème n'est pas réglé, personne ne bougera. Donc, c'est toujours un blocus efficace du côté iranien, quoi que puisse en dire leur ministre des Affaires étrangères. Et bien sûr, de notre côté, nous avons aussi un blocus sur les ports iraniens. Tout ça reste en place. Et le temps joue contre nous. Parce que même si le prix du pétrole... Attendez, laissez-moi vérifier ça. C'est autour de $100 en ce moment. Donc c'est un peu en baisse aujourd'hui, mais pas beaucoup, juste dans la variation normale. En gros, ça n'a pas beaucoup bougé. Ce n'est pas remonté jusqu'à 120, comme ça l'avait fait avant. Et ce n'est pas non plus redescendu. Il y a bien eu une brève chute d'environ 9%, quand il a semblé que le président Trump avait fait une déclaration laissant penser qu'il allait y avoir une forte baisse. Mais ça n'a pas duré longtemps. Juste assez pour que quelqu'un qui était au courant à l'avance gagne quelques milliards de dollars. On garde toujours un œil là-dessus. Ensuite, quand il est devenu clair que ce n'était rien de concret, juste une manipulation du marché, le prix est remonté autour de $100. Cela dit, ce niveau ne reflète toujours pas les fondamentaux du marché mondial de l'énergie, qui sont perturbés par ces blocus opposés. Et très vite, quand les réserves stratégiques de pétrole seront épuisées ou qu'elles atteindront un niveau critique, les gens, le pays, arrêteront de mettre leurs stocks sur le marché. Parce qu'il faut se rappeler qu'on a en fait exporté une grande partie de notre pétrole stratégique. C'est absurde, mais ça a permis de maintenir le prix autour de $100. Alors la vraie question c'est, combien de temps encore le président Trump peut-il tenir avant que ses réserves stratégiques ne soient à sec? D'après Bloomberg et quelques autres experts que j'ai vus dans les médias, peut-être 2, peut-être 3 semaines, pas plus. Donc il y a une pression à court terme sur ce que le président Trump va faire. Et hier, chez Larry Kudlow, l'ancienne responsable de la sécurité nationale, Victoria Coates, est intervenue et elle pense que, vous savez quoi, c'est peut-être le bon moment pour relancer la guerre. Dès que l'affaire avec Xi sera terminée, je ne sais pas si ça se fera pendant, ils vont tout de suite relancer l'opération Freedom et reprendre les opérations de combat. Tu crois qu'il va attendre? Moi, je pense qu'il va frapper tout de suite. Je suis d'accord. Je pense qu'une action est imminente. Et ce qu'il faut surveiller, Larry, c'est l'effondrement systémique de l'économie iranienne. Ils ne peuvent pas se remettre de ce qui se passe. Tu parlais tout à l'heure des coupures de courant sur l'île de Kharg. Eh bien, c'est le moindre de leurs soucis. Leur monnaie ne vaut plus rien. Ils n'ont plus de marché boursier depuis le début du mois de mars. Il n'y a vraiment rien à relancer là-bas, et ça va arriver. Ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre, Red.
going to happen. They have problems they can't solve. Écoutez, vous avez peut-être vu Simon Dixon dans notre émission. Il parlait des finances et de tout le théâtre politique qu'il y a derrière la plupart de ces déclarations. Et franchement, celle-là rentre parfaitement dans cette catégorie. Mais de quoi parle Victoria Coates, au juste? Pourquoi dire « Oui, il faut retourner à l'armée parce qu'ils souffrent économiquement ». Est-ce qu'elle pense vraiment, même si elle ne l'a pas dit clairement, que la solution, c'est de repartir bombarder et que ça réglera le problème, que ça ferait s'effondrer leur économie, et qu'à la fin, les gardiens de la Révolution, les milices, l'armée régulière, les dirigeants politiques, tous finiraient par croiser les bras, baisser la tête et dire « Désolé Amérique, d'accord, on se rend ». Nous allons ouvrir les détroits maintenant. Tout le monde peut y aller et ressortir. J'espère que vous allez lever le blocus. Est-ce qu'elle pense vraiment que ça va arriver? Parce que si c'est le cas, soit elle est incroyablement ignorante, soit elle ment ouvertement. Et je ne saurais pas dire lequel des deux. Mais ce que je peux affirmer avec une certitude absolue, c'est que rien de ce qu'elle a dit n'est exact. Elle n'a même pas mentionné le fait que la première bombe que vous larguez, la première cible que vous touchez sur l'île de Kharg ou ailleurs, va déclencher une riposte contre les pays du CCG, contre les forces américaines et apparemment même contre nos navires de guerre, en plus grand nombre que ceux déjà attaqués jusqu'ici. Et bien sûr, contre Israël. Apparemment, on se soucie énormément d'Israël, mais on est prêt à prendre des mesures qui vont entraîner la mort de plus d'Israéliens. Et ça ne changera absolument rien. On a déjà eu les rapports de la CIA et ceux des services de renseignement qui ont fuité tout récemment. Ils disaient, avant la guerre déjà, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, qu'il faudrait des années avec un S, avant que le blocus les affaiblisse suffisamment pour qu'on puisse seulement envisager de les faire tomber. Et si vous vous dites, bon, on va accélérer tout ça avec une campagne de bombardement en faisant comme s'ils n'allaient pas riposter, eh bien même ça, ça ne marchera pas. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec l'Iran aussi. Ils ont traversé des années de guerre intenses, où des centaines de milliers d'entre eux ont été tués, des millions blessés, et ils n'ont jamais abandonné. Alors je dirais, pourquoi pense-t-elle que ça va se produire maintenant? Et en fait, je ne crois pas qu'elle le pense vraiment, parce que je ne la crois pas stupide du tout. Ce qui veut dire qu'elle raconte une histoire. Elle ment. Mais pourquoi voudrait-elle ça? Pourquoi défendre quelque chose d'aussi catastrophique pour nos propres intérêts? Parce que ça mènerait presque à coup sûr à la mort de plus d'Américains, à plus de sang Américains versés, à plus de sang Israéliens versés. Et tout ça sans même résoudre le problème. Et en plus, ça créerait un problème encore plus grave, un blocage durable, structurel de la production de pétrole pour les années à venir. Et même le processus pour réparer ça ne pourrait pas commencer tant que la guerre n'aurait pas pris fin d'une manière ou d'une autre. Et ça va pas se passer comme ils l'imaginent ici. Alors je ne sais pas si c'est juste certaines personnes, clairement Larry Kudlow, Mark Levin, Lindsey Graham qui défendent cette idée, Jack Keane aussi, et d'autres. Et puis, il y a eu un ajout intéressant, je crois que c'était hier, un témoignage ici. Le secrétaire à l'énergie des États-Unis, Chris Roth, a déclaré hier devant le Sénat que l'Iran est terriblement proche, à seulement quelques semaines, d'enrichir de l'uranium à un niveau de qualité militaire. Et là, j'ai dû relire ça. Je me suis dit, attendez une seconde, c'est un témoignage du Sénat datant de janvier? Non, c'est de mercredi. Et je me dis, mais sur quelle planète vivent ces gens? Mais sur quelle planète vit le Sénat américain? De quoi vous parlez là? Le président Trump lui-même a répété à plusieurs reprises, on l'a montré sur cette chaîne depuis le début de la guerre, depuis le début du cessez-le-feu,
que l'opération Minuit Marteau avait détruit 3 sites nucléaires et que tout le matériau retraité, les 60%, environ 400 kilos, se trouvait toujours au fond de ces sites, sous les décombres de la montagne. C'est ce qu'il dit. Et on a des images satellites de ces endroits. S'ils commencent à creuser, on recommence à bombarder. Vous vous souvenez de ça? Moi, je pense qu'on devrait le faire. Hier encore, il disait clairement qu'il n'y avait plus du tout accès, et encore moins la capacité de retraiter quoi que ce soit en quelques semaines. Alors, quand il parle de menaces imminentes, c'est exactement la même chose qu'on disait après le début de la guerre. Ah, voilà, c'est pour ça qu'on a commencé, à cause d'une menace imminente. Ils étaient, soi-disant, à quelques semaines d'avoir la bombe nucléaire, ce qui était physiquement impossible, et ça l'est toujours. Et pourtant, voilà le secrétaire Roth sous serment qui affirme qu'ils ont toute cette capacité. Je le cite encore. Ils seraient terriblement proches d'obtenir de l'uranium enrichi de qualité militaire, à seulement quelques semaines d'en produire. Eh bien, c'est un mensonge. Franchement, c'est catégoriquement un mensonge. Parce que le président des États-Unis et son secrétaire d'État ne peuvent pas dire des choses qui se contredisent totalement, qui s'excluent mutuellement et que les deux soient vrais. C'est physiquement impossible. Mais dans ce monde orwellien dans lequel on vit aujourd'hui, c'est devenu normal. Lindsey Graham, lui, voulait parler de la Chine comme d'un pays normal. Eh bien, si on définit la normalité comme ce qui est le plus courant, sans se demander si c'est bien ou pas, alors j'imagine que la nouvelle normalité, c'est une Amérique à la Orwell. Et on le voit se dérouler au plus haut niveau de notre gouvernement. Pour ma part, je n'ai pas pu regarder cette audition au Sénat, donc je ne sais pas si quelqu'un a réagi ou contesté ce qui s'y est dit. Mais en tout cas, ça n'a pas fait la une, personne n'en a parlé, et personne n'a tiré la sonnette d'alarme depuis. La seule chose que j'ai vue, c'est que le Sénat a encore voté contre l'application du War Powers Act. Je crois que la motion a été rejetée à une voix près. Apparemment, c'est encore le sénateur Fetterman qui a donné la voix décisive contre. Donc, une fois de plus, le Sénat ne fait rien de ce qu'il devrait faire. Il refuse d'assumer sa responsabilité constitutionnelle, pas seulement son autorité. On vit dans un monde orwellien. Franchement, c'est difficile d'en tirer une autre conclusion. Mais voilà, c'est là où on en est aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer quand le président Trump reviendra à la Maison-Blanche et qu'ils recommenceront? Le temps tourne, l'échéance approche, parce que ne rien faire, ne pas prendre de décision, c'est déjà une décision. Et très bientôt, le prix du pétrole dont je vous ai parlé, il est juste autour de $100. Il ne peut pas rester là. C'est impossible, parce qu'il n'y en a tout simplement pas assez sur le marché mondial. Et ce n'est même pas seulement une question de coût, c'est une question de capacité à faire tourner l'économie. Si physiquement on ne dispose pas des volumes nécessaires, alors la seule chose possible, concrètement, c'est une baisse de l'activité économique pour s'ajuster au niveau du pétrole disponible. C'est aussi simple que ça. C'est une corrélation directe, presque parfaite. Donc si on reste longtemps dans cette situation et que toutes ces réserves stratégiques de pétrole sont épuisées, ou que les gens se disent « Bon, je ne vais pas aller plus loin que ça » et qu'ils arrêtent, alors on aura une flambée quasi immédiate du prix du pétrole. Et ce prix ne redescendra pas tant que les choses ne seront pas revenues à l'équilibre, avec plus d'offres sur le marché. La production, le PIB, vont s'ajuster au niveau le plus élevé possible selon l'offre disponible. Ce qui veut dire qu'on va assister à une destruction de la demande. En clair, on ne pourra plus rouler autant parce qu'il n'y aura plus assez d'essence à un prix abordable. Et c'est comme ça qu'ils ramènent le système à l'équilibre. Quand le prix augmente, on commence à consommer moins, jusqu'à ce que l'offre et la demande reviennent à l'équilibre. Et la seule façon pour que ça arrive,
c'est qu'il y ait une destruction de la demande. Mais pour qu'il y ait destruction de la demande, il faut que la quantité d'offres qui arrivent réellement sur le marché ne soit pas masquée par les libérations de la réserve stratégique de pétrole. Et même ça ne suffit pas complètement. C'est pour ça qu'on est passé, je crois, d'environ 65-66 dollars le baril avant le début de la guerre, à près de 100 dollars aujourd'hui. Parce qu'on a déjà vu que même en libérant des réserves stratégiques, on ne comble qu'une partie de l'écart. Le reste, lui, a un vrai impact économique. Et ça coûte déjà cher à beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont vraiment mécontents du prix qu'il faut payer pour faire le plein d'essence. Et ça, c'est déjà maintenant. Une fois que cette flambée va se produire, eh bien, on sera plus à 5 dollars le gallon. Ce sera 6-7 dollars le gallon. Et ça, c'est juste pour l'essence. Et puis, il y a le diesel qui est aussi très cher. Et bien sûr, vous le savez, tout dépend de ça. Les trains de marchandises, les gros camions à 18 roues, les cargos en mer. Tout ce qui transporte, quoi que ce soit, où que ce soit, fonctionne principalement au diesel. Donc si le coût du transport augmente, ça veut dire encore une fois qu'on va avoir une destruction de la demande, donc une activité économique réduite, et par conséquent une hausse du prix de tout le reste. En clair, l'inflation va continuer à grimper. Unemployment rates are going to go up because people aren't going to be able to buy as many things. So companies are going to have to start cutting back or go under. And this is just a building effect. And of course, one of the things I always go back to, which is critical, we had Mike Adams on here of the Health Ranger, and he has talked about this, that we were already at great risk of food insufficiency in many countries around this world. There's already some that already, even if we do get the magic opening and everything goes back to its full ability right now, some areas of the world are already this fall going to be in danger of food insecurity and potential starvation. Every day that passes without resolution, though, Chaque jour qui passe sans solution augmente cette menace. Et plus ça dure, plus le risque grandit, même après. Bien sûr, si le blocus se maintient, le nombre de pays potentiellement touchés par la famine, plus tard cette année ou au début de l'année prochaine, va aussi commencer à augmenter. Et si on écoute Victoria Coates, eh bien selon Mike Adams, cela reviendrait à condamner potentiellement des millions de personnes à mourir de faim. Parce qu'on ne peut tout simplement pas compenser une telle perte. Et évidemment, ce sont les pays les plus faibles et les plus petits qui paieront le prix le plus lourd. Tout cela est prévisible et tout cela est évitable si seulement on fait ce qu'il faut et qu'on met fin à cette guerre par tous les moyens nécessaires. C'est pour ça que je continue à défendre l'idée que le président Trump devrait simplement rester lui-même, déclarer la victoire et dire voilà, j'ai détruit leur marine, j'ai détruit leur armée de l'air, j'ai détruit tout le reste, toutes ces usines, toute cette production à la surface. Très bien, tu l'as fait. Maintenant, tu t'en vas. Oui, il leur faudra peut-être 20 ans pour tout reconstruire. Mais s'ils recommencent, on reviendra. Tu peux dire ce que tu veux. Et puis tout ce matériel est sous terre, donc ils n'auront pas d'armes nucléaires non plus. Et s'ils commencent à creuser, eh bien, on bombardera tout ça. Tu t'en vas, tu ouvres les portes. Et l'Iran, eux, ils vont s'installer. Ils vont mettre leur péage. Tu ne peux pas revenir en arrière parce qu'ils vont dire « on veut des réparations ». Et c'est comme ça qu'on va les obtenir, puisque vous n'allez pas nous donner d'argent dans cette logique de retrait. Mais au moins, ça permet de rouvrir les portes et ça peut sauver des vies ailleurs dans le monde. Et puis ça évite que notre économie tombe dans une dépression. Je ne pense pas qu'on puisse éviter une récession à ce stade. À mon avis, c'est déjà dans les cartes pour la fin de l'été ou le début de l'automne. Ça me paraît assez logique. Mais on peut éviter une dépression.
tout dépend de ce que le président Trump va faire dans les prochains jours. Vraiment dans les jours ou les 2 semaines à venir. Il va falloir que quelque chose bouge assez vite. Sinon, ces problèmes vont s'installer et le prix du pétrole va s'envoler. On verra alors quelles conséquences politiques ça peut avoir. Le président Trump fait souvent, entre guillemets, son truc habituel. Il change de position, il s'éloigne, puis il dit quelque chose d'optimiste, quand certains indicateurs, comme le rendement des obligations à 10 ans, atteignent un certain niveau, ou quand le prix du pétrole arrive à un certain seuil. Je crois que c'est autour de 120. Ça semble être son prix déclencheur. On verra si ça remonte à ce niveau ou pas, et puis il fera peut-être encore un autre petit mouvement de bascule. On verra bien. Mais c'est ce qu'il doit faire pour en finir, parce qu'on ne peut pas basculer indéfiniment. Et comme je l'ai déjà dit, quand on arrive au bout des réserves stratégiques de pétrole et qu'on ne peut plus compenser même un soi-disant mouvement de bascule, c'est-à-dire une simple déclaration, ne suffira plus à faire bouger les choses, parce qu'il n'y aura tout simplement pas assez de volume physique. Le temps presse. Il a une fenêtre de décision très étroite, et on espère vraiment qu'il fera le bon choix. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé, on n'a pas réussi à tout faire fonctionner avec Larry. On le fera revenir dès qu'on le pourra. Mais je vous le promets, vous ne voulez surtout pas manquer Scott Ritter à 14 heures aujourd'hui. Il va parler plus en détail de certains commentaires venus de plusieurs dirigeants russes, pas d'un seul, et de faiseurs d'opinion, qui suggèrent peut-être qu'il est temps d'attaquer des cibles à l'intérieur de l'OTAN dès maintenant pour mettre fin à cette guerre. Et si ça ne suffit pas à dissuader, si ça ne crée pas de véritable effet de dissuasion, alors certains disent qu'ils devraient peut-être utiliser l'arme nucléaire. Ne ratez pas cette émission aujourd'hui. Vraiment. Je vous assure, c'est quelque chose dont vous devez être conscient. Merci Dan, et on se retrouve à 14 heures dans le Daniel Davis Deep Dive. And we'll see you at 2 o'clock on the Daniel Davis Deep Dive.